cette nouvelle république commence clairement à m'inquiéter. Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies, vous êtes dans mon vaisseau spatial et aujourd'hui j'ai grand plaisir à vous retrouver pour le chapitre 21 de The Mandalorian, alias Le Pirate, un titre bien banal et un personnage que j'avais pas forcément envie de revoir, un épisode très surprenant, partagé entre spectacle et absurdité. Oui, on en parle juste après le générique. Alors j'ai pas de goodies en particulier à vous présenter aujourd'hui, pour autant j'ai suivi un petit peu l'actualité des produits dérivés Star Wars et je peux vous présenter la figurine de Bo-Katan qui vient de sortir très récemment sur le Disney Shop. Elle est plutôt bien finie, regardez, plutôt sympathique. C'est une figurine qui fait 25 cm de hauteur, une tenue classique comportant combinaison, armure, des holsters, un casque et un jetpack. Donc c'est pas rien. Vous découvrirez le lien de ce produit dans la description de la vidéo, un produit disponible sur le Disney Store. À présent, il est temps de parler de cet épisode qui est quand même le 5e de la saison. Il a été réalisé par Peter Ramsey qui a fait Spider-Man New Generation et donc le scénario c'est Jon Favreau. Jon Favreau qui est un petit peu là tout le temps, c'est le showrunner de la série tout simplement. Et franchement pour le coup là je vais beaucoup parler sur lui, je vais beaucoup le maudire aussi par rapport à 2-3 choses qui vous ont peut-être aussi choqué. On va y arriver très bientôt. Un épisode qui commence sur la planète Nevarro, vous savez, où Greef Karga, installé en tant que haut magistrat, a pris les commandes. Il s'est servi des pirates par le passé, il s'est servi aussi de Moff Gideon. À présent, il est seul et indépendant, il est tranquille. Il n'a prévu aucun service de sécurité. Il s'est permis d'insulter et de tuer certains pirates, rappelez-vous, dans l'épisode 1, je crois. Et, bien naturellement, il est surpris de voir arriver les pirates de retour pour se venger. C'est lui qui voit à son balcon qu'un vaisseau arrive et il est ensuite averti par sa garde. Et sa garde, c'est qui sa garde? Ce sont des droïdes. Il est entouré de droïdes seulement, Greef Karga. C'est quand même incroyable. Il n'y a personne d'humain autour de lui qui est là pour le conseiller. Avant, il y avait Gina Carano, rappelez-vous. Mais vous savez ce qui s'est passé avec elle. Elle a disparu de la série pour mauvaise conduite. Nous avons 3 personnages sur cette première scène, Greef Karga, 2 ingénieurs et un droïde. Sur cette scène, on voit très bien que les 2 personnages humains en dehors de Greef Karga ne parlent jamais. Alors selon vous, pourquoi? Eh bien c'est très simple, la production n'a pas voulu dépenser à outrance. La production s'en est cantonnée à utiliser 2 figurants tout simplement, qui passent certes en premier plan de la scène, mais qui n'ont pas le droit de parler. Car quand vous parlez dans une scène, vous devenez silhouette. Silhouette, figurant. Vous voyez ce que je veux dire? Silhouette, figurant, ça veut dire que vous êtes mieux payé quand vous êtes silhouette que figurant, même pour dire 2-3 mots. Donc pour autant, apparemment, les économies sont là, dans la production, c'est étonnant. Car il y a quand même pas mal de belles choses qui sont faites. Alors peut-être que c'est un signe par rapport à ce qu'on verra par la suite. Et ce qui est plus ou moins inquiétant quand même. Donc cette première scène qui permet à Greef Karga de remarquer, à l'extérieur de sa magnifique bâtisse, qu'un énorme vaisseau spatial arrive juste au-dessus de sa ville. Il est sans défense, d'autant qu'il n'a pas voulu signer le contrat avec la Nouvelle République, rappelez-vous. Car Greef Karga c'est quand même un sacré nabo. C'est le genre de mec qui va pas payer d'assurance durant des années et qui va appeler au secours dès qu'il aura un pépin. Lui qui a pour autant bien profité de la situation avec les pirates qui l'ont aidé apparemment à construire la ville, à présent il ne veut pas payer ce qu'il doit. Greef Karga qui se retrouve en pleine conversation avec Gorian Shard, c'est l'espèce de Donkey Kong qui est chef des pirates à bord de leur superbe vaisseau d'ailleurs, il est magnifique. J'aime bien le bec à l'avant qui descend un petit peu comme le Concorde. Je sais pas si vous vous souvenez de cet avion français qui a très mal fini. Dans ce vaisseau, vous retrouvez quelques pirates au visage incroyable. Il y a une espèce de petit passe-partout avec de la barbe là, qui annonce tout ce qui doit être vu à son grand chef, donc Gorian. Et à côté de ça, un grand gouvernail tel une roue comme sur un navire. Bon, c'est un petit peu enfantin tout ça, mais pour autant, on va encore accepter la fantaisie de la série. Et donc, il refuse totalement l'offre de ce pirate, qui n'hésitera pas dans la foulée à bombarder la ville. Il n'a pas d'autre moyen que d'appeler la Nouvelle République au secours. Pour envoyer ce message, il utilise un petit droïde, un astromech, un petit peu comme Leia dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, avec au secours Obi-Wan Kenobi. Là c'est au secours la Nouvelle République, je suis dans la merde. Donc c'est le bordel sur Nevarro. Place au titre de l'épisode, le pirate.
L'avantage, comme je le disais précédemment, c'est que maintenant le titre n'est pas forcément affiché quand on regarde l'épisode pour la première fois, en tout cas dans les premiers jours. La chose qui me dérange par contre, pour moi, c'est d'avoir été spoilé par Facebook, où j'ai ouvert tout à l'heure mon fil d'actualité et je suis tombé sur le titre. Donc ça m'a un petit peu gâché le plaisir, pour autant, surtout quand j'ai vu Le Pirate, hein. C'est pas forcément l'épisode que j'attendais, je me suis dit ça va être une grosse daube, j'étais pas si loin de la vérité, je suis un peu dur, mais je vais développer tout ça très bientôt. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais d'autres pas du tout, et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus aussi par la suite. On arrive ensuite sur une magnifique base rebelle, une base sur laquelle apparemment les pirates disaient que les rebelles qui sont la Nouvelle République, en fait, bien prend du bon temps. C'est pas tout à fait faux quand on voit les images, hein. On constate que, alors déjà sur un décor un petit peu hawaïen, qui me fait penser un petit peu à Pearl Harbor, hein. Pearl Harbor avant l'attaque dans le film, rappelez-vous ce magnifique film de Pearl Harbor, qui est sorti il y a très longtemps, et qui reste dans les mémoires, film de guerre. Eh bien oui, la Nouvelle République se laisse un petit peu aller, on constate qu'il y a de la musique à l'extérieur, on se balade tous un petit peu en tenue, là, on discute, ambiance vraiment à la cool, on joue au billard, il y a des dates aussi dans le bar, il y a aussi un cow-boy sur la droite de l'écran dans le bar, un cow-boy avec un chapeau, enfin, je sais pas trop ce qu'il fout là, mais c'est assez amusant. Et eh bien on retrouve donc le commandant, Teva, accoudé tranquillement au bar, et on reçoit un message. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est la bar girl, enfin la barmaid, qui reçoit le message apparemment si important de Greef Karga, un message qu'elle transmet directement donc au commandant Teva. Dans le message, Greef Karga demande eh bien, le passage d'une patrouille de la Nouvelle République pour potentiellement régler ce problème de pirates. Et dans son dos, pendant ce temps-là, eh bien, un personnage qui est très connu de Star Wars Rebels, un personnage qui s'appelle Zeb Orrelios, qui s'est permis donc d'intervenir et de dire au commandant Teva qu'il ne pensait pas que Nevarro serait attaqué de la sorte, et que par rapport au fait de contacter directement Coruscant, ce qui a été proposé par le commandant, eh bien c'est pas forcément possible parce que apparemment sur Coruscant au QG, on est totalement débordé. Et ça, cette information, eh bien le commandant ne va pas le vérifier. Et ok, il dit bah puisque c'est comme ça, bah, moi j'irai directement sur Coruscant, moi on me refuse rien. Donc il y a un commandant qui part directement avec son X-Wing, semble-t-il, direction la capitale Coruscant pour régler ce problème, pour aller potentiellement demander l'autorisation d'avoir quelques troupes pour secourir Nevarro et ce vilain Greef Karga. Et donc ce Zeb Orrelios, on ne le verra plus dans l'épisode, en tout cas il était très bien modélisé, très sympa, un super caméo, et au revoir, on ne le reverra peut-être plus du tout. On suit à présent les aventures du commandant qui va directement sur Coruscant au niveau de la base principale du QG. Il arrive dans les couloirs de bureau et on voit de suite la présence d'Elia Kane. Donc là c'est un petit peu gros aussi, elle est juste là présente quand il faut. On ne fait pas perdre de temps aux téléspectateurs, on fait avancer les choses. Le commandant qui demande à entrer dans le bureau du colonel, le colonel Tuttle je crois, un super nom. Et il rentre dans le bureau et là, ma grande surprise, ce colonel Tuttle ressemble étrangement à Moff Gideon. Ne me dites pas que c'est son cousin ou son frère. Mais oui, vraiment, regardez son visage. Grosse ressemblance. Le commandant qui entre dans le bureau et qui demande l'attention du colonel à propos de ce message de Greef Karga et qui est apparemment en détresse sur sa planète Nevarro, eh bien qu'est-ce qu'il peut faire? Il annonce simplement que c'est préoccupant et qu'il ne connaît pas Nevarro tout simplement. Et il y a Kane qui se rapproche un petit peu stupidement en disant mon colonel, je descends au réfectoire, est-ce que vous voulez quelque chose? C'est déjà vraiment des paroles inutiles, simplement peut-être pour s'incruster dans la conversation. Est-ce que c'est du calcul? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette nouvelle république très douteuse? Moi je pense que oui, en tout cas c'est quasiment certain. Et donc ce colonel, alors lui par contre, impossible pour le moment de savoir ce qu'il vaut vraiment. J'ai l'impression qu'il est un petit peu sous son emprise, comme pas mal de monde. Et donc, il y a Kane qui se mêle de la conversation, qui met en avant le fait que, oh, bah Coruscant, je crois qu'ils n'ont pas signé le traité qui a été mis en place par la Nouvelle République. C'est quand même bien dommage. Et là, le colonel qui rebondit là-dessus dit, ah oui, il n'a pas signé le contrat, tant pis pour eux, on va laisser passer les autres en priorité. Voilà, c'est plus ou moins logique, même si quand on met en avant le fait qu'il y a détresse et péril juste à côté de sa demeure, eh bien on se doit quand même de porter secours, hein. Ça me paraît cohérent. Pour autant, peut-être que de nombreuses planètes sont déjà dans ce cas-là. On n'a pas trop de visu là-dessus, donc on ne peut pas trop deviner. C'est quand même une réaction très étrange et très surprenante de la part de la Nouvelle République, qui est en fait un petit peu comme un empire déguisé, en tout cas dans son comportement, comme on l'a pu le voir avec le Dr Pershing et le fouet mental. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à la dérive et très étranges dans cette nouvelle construction eh bien, de cette Nouvelle République. Donc, entendant tout ça, eh bien, le commandant Teva
commence à un petit peu insister, met en avant le fait que apparemment sur cette planète Nevarro, il y aurait également des T-Fighters qui seraient en train de patrouiller, c'est chelou. Et on met en avant encore une fois, et ça fait 2 fois ou 3 fois déjà dans la série, que Moff Gideon aurait peut-être réussi à s'extraire de la justice. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de présenter les choses? On nous dit ça comme si c'était pas important. C'est très étrange en tout cas cette façon de faire, mais pour autant on en est là, on accepte, on fait avec. Et donc le commandant s'adresse aussi à Elia Kane et qui fait comprendre que tout ça, ça ressemble un petit peu à l'Empire déguisé. Et notre commandant qui quitte le navire, qui est venu un peu pour rien sur cette planète Coruscant, donc tant pis pour lui niveau carburant. Il quitte la scène et on a un plan qui dure quelques secondes sur Elia Kane. Elle a forcément quelque chose derrière la tête. C'est une certitude, c'est ce que veut mettre en avant la série. Ensuite, on voit Greef Karga partir avec ses apôtres dans le désert. Donc un village apparemment, une ville qui contient pas plus d'une 50aine de personnes, semble-t-il, car ça fait vraiment une petite assemblée qui s'en va en direction d'une espèce de grotte. Toutes ces personnes qui vont se retrancher à quelques centaines de mètres de la ville en fait, car ils sont avec les jumelles, ils regardent de loin, donc ils ne sont pas forcément protégés. Greef Karga qui se permet même de dire à la population qui est apparemment en colère, dire que les renforts arrivent, ne vous en faites pas, ils sont même déjà en route, c'est parti. Alors qu'il n'a absolument aucune certitude à ce moment-là. Donc on change de plan et là on arrive sur une planète qui ressemble étrangement à celle de la Death Watch, en tout cas celle où les soldats de la Death Watch sont installés. On voit le X-Wing, il dit non, c'est pas possible qu'il aille directement là-bas. Comment pourrait-il savoir et pourquoi irait-il voir les Mandaloriens? Eh bien, on voit ce X-Wing qui se rapproche et là on voit avec certitude cette fois que c'est la plage où la Death Watch est installée avec la petite grotte, car il y a le vaisseau de Bo-Katan, très très discret. Le pilote se pose avec son X-Wing, il arrive au bord de la plage, il s'annonce comme soldat de la République, donc le commandant Teva de la République. Et là, donc, il est un petit peu mis en joue par les Mandaloriens. Il dit venir en ami, au nom de la Nouvelle République, et veut mettre en avant un message par rapport à une potentielle menace, celle de Nevarro, car ça n'a pas répondu au niveau de son QG, et il s'oriente directement vers les Mandaloriens. Ça me paraît déjà un petit peu tiré par les cheveux. Et notre ami Mando, un peu plus tard, apparaît, et met en avant la question que tout le monde se pose. Mais comment as-tu fait pour nous trouver? Et là, il met en avant qu'il y a quelqu'un parmi les Mandaloriens qui fait partie de la Nouvelle République. En tout cas, qui est en contact avec eux. Et c'est R5-D4. R5-D4, le droïde. Le droïde qui était sur Tatooine, avec Pelimoto, et qui est arrivé dans les bras de Mando. Expliquez-moi comment la Nouvelle République peut savoir que Pelimoto a donné son droïde à Mando. Expliquez-moi comment c'est possible. Alors moi j'ai une théorie, c'est peut-être par rapport à tout ce qui est système d'immatriculation et propriétaire du droïde, c'est pas impossible. Ce qui veut dire que Pelimoto, une fois qu'elle a vendu le droïde à Mando, elle a fait les papiers, de déclaration de cession, tout ça, changement de propriétaire avec l'adresse, tout ce qui s'ensuit. Ça me paraît tellement impossible et tellement inadapté à Star Wars. On a des Mandaloriens qui sont soi-disant dans un endroit introuvable. Et la Nouvelle République, juste avec une petite recherche de fichiers, ou une recherche sur R5-D4, aurait retrouvé directement ces débilos. En fait, c'est vraiment des pantins, les Mandaloriens, s'ils sont capables de se retrouver aussi bêtement. C'est des choses qui me dépassent totalement et qui plombent la crédibilité de la scène. C'est vraiment terrible. Bon, je prends ça avec ironie, mais c'est pas normal d'en arriver là. C'est le seul argument qui est mis en avant. Ce droïde qui a pourtant disparu depuis des années, et vraiment des années, au niveau de la République. Car rappelez-vous, il était dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, avec les Jawa, il devait être vendu à Luke Skywalker. Il est resté avec les Jawa, ensuite il est certainement passé par X-Men avant d'arriver chez Pelimoto. Croyez-vous que Pelimoto déclare ce genre de droïde à l'époque à l'Alliance Rebelle? Ça me paraît tellement improbable. Eh bien, c'est ce que Jon Favreau a voulu mettre en avant ce soir, aujourd'hui, par rapport à cet épisode. On aurait pu trouver d'autres façons d'amener les choses beaucoup plus convaincantes, vous voyez. Est-ce que ça vous choque, par exemple, ce genre de facilité scénaristique? Moi, ça m'emmerde clairement. Car ça plombe un petit peu cette profondeur, ce plaisir de regarder une série soi-disant pour aussi adultes. Car si c'est que pour les enfants, faut me le dire. Si c'est juste une copie de The Clone Wars avec simplement des acteurs, dites-le moi. Parce que moi je suis pas forcément intéressé à 100%. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On se calque au niveau des films, on fait de très belles choses à l'écran. On peut monter le level un tout petit peu plus. Monsieur Jon Favreau, faites un effort. Sinon on appelle Dave Filoni directement, il va venir vous aider. Ou George Lucas.
Donc ça m'a bien gonflé. Hein. Ça fait partie d'une des choses qui m'a le plus choqué dans l'épisode. Mais c'est pas fini, et on va continuer. Ensuite, donc Mando qui poursuit sa conversation avec le commandant Teva, et il met en avant aussi le fait que ici il n'y a pas de vaisseau. Et c'est pareil, comment les Mandaloriens sont arrivés sur cette planète? Ils ont été déposés par taxi, expliquez-moi comment c'est possible. Ou alors ces vaisseaux ont été détruits, mais enfin, c'est tellement aberrant. On a donc cet appel au secours de la République, hein, de ce vieux commandant là qui veut vraiment bien faire les choses. Et Mando finalement il n'a plus trop le choix. Hein. Il a de quoi être vraiment détesté par tous les Mandaloriens, car c'est à cause de lui, en ramenant R5D4, que tout le monde sait où se trouve la base. Et d'ailleurs, il laisse repartir le soldat rebelle, c'est pareil, c'est pas réaliste. Si vraiment leur vie était en danger, jamais il l'aurait laissé repartir. Donc on va dans la grotte, on s'isole un petit peu. Apparemment, quand on a un conseil de la sorte, eh bien, on a la faucille, ou plutôt le marteau en main, c'est l'armurière qui doit le confier certainement à la personne qui a la parole. Et là, c'est Mando qui parle à tous ses camarades en mettant en avant le fait que, ok, Greef Karga, c'est quelqu'un qui a essayé de vous tuer par le passé, c'est quelqu'un de mauvais, mais il a changé de camp, il m'a beaucoup aidé, notamment par rapport à Grogu. C'est un mec qui est devenu valeureux, de confiance. Même moi, j'ai du mal à y croire, mais bon. Et derrière tout ça, il met aussi en avant le fait que, eh bien justement, Greef Karga, et là c'est beaucoup plus intéressant pour eux, lui a promis des terres donc sur sa planète, ce genre de terres qui pourrait permettre aux enfants mandaloriens de voir enfin la lumière, bien qu'avec un casque on voit pas trop la lumière, mais bon c'est comme ça qu'il le présente, avoir de nouvelles terres, une nouvelle conquête, de façon à pouvoir enfin vivre plus ou moins libre. Et Paz qui intervient, qui commence à dire un peu de la merde en mettant en avant le fait que Greef Karga c'est un salopard, il nous a poursuivis dans les égouts, il a même tué pas mal de nos proches, et il faudrait venir l'aider. Il a complètement retourné sa veste en plein discours, il s'est rappelé de quelque chose. Mais par contre, Mando il a sauvé mon gamin, et moi je pense qu'on peut lui donner sa chance, et avoir de nouvelles terres ça peut être sympa, et pourquoi on le ferait? Parce qu'on est des Mandaloriens. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde adhère au projet. Et l'armurière qui termine par un tel est la voix. Et c'est parti, on se casse en direction de Nevarro. Petit briefing de Bo-Katan qui se permet de nous faire comprendre que dans son vaisseau, il y a suffisamment de place pour faire entrer tous les Mandaloriens. Ils partent en direction de Nevarro et on n'en parle plus. Peut-être qu'on a dit adieu à cette planète de secours. Et aux 3 dragons certainement, hein, qui ont dû finir en barbecue. C'est pas impossible, hein, car j'ai pas l'impression qu'ils soient montés dans le vaisseau. On ne perd pas de temps, on arrive directement sur Nevarro, complètement assiégé depuis apparemment quelques temps ou quelques jours. On constate que les rues ont été détruites, que les maisons ont été pillées, peut-être que des habitants ont été violés, mais ça on ne le verra jamais dans un Disney. On ne voit aucune personne au sol par contre qui a été touchée par les coups de feu, le bombardement. C'est un peu dommage pour la crédibilité. Il aurait fallu au moins 2-3 personnes à manger, ça renforce un petit peu le côté émotionnel de la chose. Là, on a vraiment l'impression que là c'est une balade de gros débiles, de pirates en train de se bourrer la gueule, en train d'emmerder simplement les serveurs. C'est un petit peu trop enfantin à mon goût pour un Star Wars. En tout cas on est habitué malheureusement depuis quelques temps avec Disney, c'est un peu toujours comme ça. Mais ça perd, ça enlève vraiment de l'intérêt à la scène. Et donc on n'est pas vraiment touché par ce qui se passe. Car dans l'absolu un bombardement, excusez-moi, mais c'est vraiment tout sauf drôle. Et là, en fait, ce côté tragique d'une guerre, d'une bataille, eh bien, on ne l'aperçoit pas. Et c'est très problématique, je trouve, même par rapport aux enfants qui doivent comprendre que la guerre, c'est pas cool. Puis on a dans le ciel un Mando qui arrive avec son Naboo N1 modifié et un doublage français de merde par rapport aux pirates et notamment par rapport à Kane. Écoutez-moi cette voix ridicule. Tu as du cran de revenir, Mandalorien. Non mais quand même, c'est trop, on se fout de notre gueule. Alors peut-être que dans la version originale c'est beaucoup mieux et j'en doute. Hein. Mais tous ces pirates font vraiment un petit peu trop plastique, hein. Je les trouve vraiment pas crédibles. Donc Mando par radio qui contacte Greef Karga et qui met en avant le fait qu'il est aussi venu pour la parcelle, et ça c'est bien, pour une fois il est persuasif. Donc on a des explos sympas notamment dans le ciel, hein, une très très belle bataille aérienne où Mando sert de l'heure un petit peu et il écarte quelques vaisseaux pour que Bo-Katan puisse déposer au sol les autres troupes mandaloriennes qui utilisent à merveille le jetpack, hein, un petit peu comme des parachutistes qui se jettent, là qui ont le jetpack en plus. On a donc une bataille qui est à la fois dans les airs et au sol. On a une progression de la part des Mandaloriens qui veulent nettoyer la ville, le centre, par rapport à tous ces pirates un petit peu partout. Il y aura même eu d'embuscades à un moment, quelques coups qui vont être échangés, on va voir 2-3 Mandaloriens tomber ponctuellement, mais apparemment qui se sont relevés, qui ne sont pas morts. Pour autant c'est pareil, il aurait fallu avoir des pertes aussi du côté Mandalorien, car on a beaucoup de pirates qui sont tombés. Eux, on peut les buter, mais les Mandaloriens on n'y touche pas. La population non plus. C'est pas réaliste du tout.
Ensuite, on a notre armurière qui va monter dans une espèce de tour pour anéantir les 4 ou 5 pantins. Elle va permettre aux autres Mandaloriens de continuer leur progression. Et là, ça y est, c'est la victoire. Donc dans le vaisseau là-haut, au niveau des pirates, on se dit non, c'est pas possible, on peut pas les laisser gagner. On a Kane qui se barre comme un voleur là, un gros lâche. J'espère qu'on le reverra plus celui-ci. Allez me chercher des vrais ennemis crédibles. Dark Vador, il faisait peur. Des personnages qui sont effrayants, des Dark Maul, tout ça, c'est des personnages qui font peur. Pensez à toutes les anciennes générations qui ont connu Star Wars, un Star Wars un tout petit peu plus mature. Mettez-y au moins une graine. On constate aussi que l'équipe de Greef Karga s'est rapprochée du centre en constatant peut-être que la victoire était proche, qu'ils ont 2-3 armes aussi eux, mais apparemment ils n'ont pas osé défendre la ville. Et on voit là-haut dans le ciel que le vaisseau de Gorian Shard est en train de tomber en morceaux. Il décide de prendre lui-même le gouvernail, en écartant ses sbires, et il veut détruire le centre de Nevarro. Alors normalement c'est déjà fait depuis longtemps, mais il veut aussi tirer sur la foule, sur la population, sur les civils, rendez-vous compte. Est-ce que ça va arriver? Il tire largement à côté, il lui reste un tir à effectuer, et Mando percute et dit attention, faut pas laisser faire. Donc pareil, on y va, on va stopper tout ça. Et il est prêt à tuer presque les civils et bah non, il les tuera pas. Ça aurait été trop touchant pour nous tous si vraiment il y avait des victimes. Donc le vaisseau qui va s'écraser peut-être sur la ville. Mais non, le vaisseau qui s'écrase là où il n'y a absolument rien. Donc tous nos pirates sont quasiment morts, sauf peut-être Kane le pleutre, comme l'a dit son ancien maître. Eux c'est pas grave, on va pas les pleurer. Et donc l'aventure continue, on a les Mandaloriens qui sont tous réunis en mode on a gagné. On a les remerciements de Greef Karga par rapport à la population et aussi par rapport au Mandalorian Sauveur. Il prend la décision de les garder sous le coude, eh bien, en les installant sur la planète, c'est très stratégique aussi de sa part. Ça lui permettra d'avoir une garde rapprochée cette fois en cas de nouvelle attaque. Donc les Mandaloriens qui vont pouvoir s'installer sur la planète de Nevarro. Et là, on voit d'un seul coup la tête de Grogu. Et oui, Grogu, on l'a totalement oublié dans cet épisode. Je me demande même s'il va pas sortir de la série. On l'a emmené un petit peu à l'entraînement sur la planète là, puis il va devenir un futur Mandalorien. Donc maintenant on va un petit peu s'écarter de tout ça. Mando, on l'a mis quand même un petit peu en avant car il est là, mais il est quand même dans l'ombre de Bo-Katan. Car c'est Bo-Katan qui prend de plus en plus de place à l'écran. Et ça peut être même très complexant pour Din Djarin qui est quand même à la base le héros de la série. En tout cas pour moi c'est lui qui a porté la série pendant 2 saisons. Et là, en plus, c'est lui qui a le sabre noir. Ce sabre noir aussi qui est laissé totalement dans l'ombre. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place qui, pour l'instant, ne sont pas spécialement exploités. Ou peut-être que, au niveau de la direction, on s'est dit, finalement, Din Djarin, il est sympa, mais Bo-Katan, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, c'est un petit peu inquiétant quand même. Moi, ça me déçoit un peu. C'est la preuve que le scénario, il n'a pas été vraiment bien écrit. C'est un petit peu au compte-gouttes. On se réfère à ce que le public veut. Et même si The Mandalorian, c'est une très belle série, ça je cracherai pas là-dessus, il y a beaucoup trop de facilités scénaristiques et d'adaptations qui sont trop peu concrètes pour moi. Donc on va continuer cette aventure, on laisse Grogu dans le placard, on met en avant Bo-Katan qui est convoqué par l'armurière, qui demande soudainement à Bo-Katan de retirer son casque. Bo-Katan qui doit se dire mais c'est un piège ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Donc Bo-Katan qui attend un petit peu, qui hésite et finalement retire donc son casque. À ma plus grande surprise, et là je me suis dit peut-être que l'armurière va faire de même. Ça serait assez extraordinaire de voir enfin son visage, un petit peu en l'intimité, les 2 femmes qu'on a vues très proches depuis 2-3 épisodes. Je ne dis pas qu'elles se rapprochent physiquement, je dis simplement qu'il y avait vraiment quelque chose dans leurs 2 cerveaux, peut-être un plan qui était mis en marche. Donc selon l'armurière, c'est elle qui a le pouvoir de rassembler l'ensemble des Mandaloriens et de créer l'union sacrée pour aller reconquérir Mandalore. Tout simplement. Donc, Bo-Katan qui ressort sans casque, qui choque un petit peu tout le monde, comme si elle était nue devant la foule, c'est vraiment un petit peu ça. Et l'armurière qui va défendre Bo-Katan, qui met en avant le fait que c'est elle l'élu un peu, c'est elle qui va devoir rassembler tous les Mandaloriens pour aller sur Mandalore. Ça, je lui dis il y a 30 secondes. Donc voilà, l'épisode, on croit qu'il est terminé là-dessus. Non, encore une petite scène qui apparaît juste après, dans l'espace, avec notre ami le commandant Teva, qui poursuit sa patrouille tout seul, sa petite vie. Et d'ailleurs, on aurait pu faire l'épisode que pour lui, finalement. Ce commandant va se retrouver face à une espèce de navette Idirium qui appartenait anciennement à l'Empire, rappelez-vous. Une ambiance très pesante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? On est dans un Alien ou quelque chose comme ça. Il s'agit, après recherche, d'une navette pénitentiaire qui, apparemment, a transféré Moff Gideon. C'est un peu gros comme une maison. On savait que ça allait arriver à un moment,
mais d'une façon retranscrite assez bizarrement, je trouve, par la réalisation. Il envoie une petite sonde du droïde Astromech qui était à l'intérieur, une petite sonde qui va jusqu'au vaisseau, qui va donc projeter une caméra d'écran, et grâce à l'appareil, suite à un scan, eh bien, on constate un morceau de Beskar. Simplement visuellement, le commandant peut affirmer que c'est un morceau de Beskar qui doit appartenir à des Mandaloriens. Mais quel pouvoir d'analyse, c'est incroyable. Ça me dépasse un petit peu. Donc des Mandaloriens qui auraient peut-être extrait Moff Gideon, mais pour quelle raison? Et là c'est gros suspense, et fin d'épisode, on s'arrête là pour cet épisode 5. Du bon et du moins bon, je l'ai vu comme ça cet épisode. Et surtout par rapport à ce R5D4, c'est vraiment ça qui m'a mis en pétard. Mais si on veut vraiment apprécier le spectacle, ok, c'est un bel épisode. Il y a pas mal de pistes intéressantes. Déjà, on sait qu'on va bientôt revoir Moff Gideon. On met aussi en avant le fait que l'Empire sera bientôt de retour. Et quand on voit Elia Kane avec son colonel Tuttle au niveau du QG de la Nouvelle République, on peut en effet s'inquiéter. On peut avoir l'impression que l'Empire finalement est derrière tout ça encore. On pourrait potentiellement, grâce aussi aux opérations du Dr Pershing, créer des super Mandaloriens, je sais pas, qui pourraient peut-être semer le chaos bien au niveau de cette Nouvelle République. C'est tout ce que je vous demande, Monsieur Favreau. J'espère que vous avez bien rédigé votre copie, qu'on sera tous heureux de la finalité de cette saison. Donc voilà, un épisode dans l'ensemble quand même sympa, que j'ai apprécié. Et je suis quand même perfectionniste, voyez-vous, je suis fan de Star Wars depuis toujours, j'adore cette saga, et je voudrais vraiment qu'on monte d'un cran au niveau réalisme, qu'il y ait un tout petit peu plus d'émotions qui ressortent de moi quand je regarde ces épisodes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je remercie également tous les gens qui me laissent des commentaires, hein. J'ai pris plaisir à les lire, j'ai même répondu dernièrement. Donc merci beaucoup pour les détails que vous m'apportez. N'hésitez pas à continuer de la sorte, c'est vraiment sympa justement de développer la communauté, qu'on soit tous ensemble pour débattre sur cette série qui est malgré tout très très sympa, d'un très très bon niveau. Et bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Très très bonne semaine à tous, que la force soit avec vous, vive la vie, vive Star Wars. Ciao ciao.